Le claquement sec des papiers sur le comptoir de la cuisine déchira le silence comme une lame. Des papiers de divorce. Le même jour, ma femme venait de décrocher la plus grande promotion de sa carrière. Je fixais les documents tandis qu'elle se tenait là, les bras croisés, l'air d'avoir gagné au loto, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Vice-présidente des opérations de son entreprise, un salaire à 6 chiffres, des stock options, le package complet. Je n'ai plus besoin de toi, dit-elle, sa voix ferme et factuelle. Je peux me débrouiller seule maintenant. 7 ans de mariage. 7 ans passés à faire des heures supplémentaires à l'usine de fabrication, à couvrir le prêt immobilier pendant qu'elle grimpait les échelons de l'entreprise. 7 ans à la soutenir à travers les nuits tardives, les conférences de week-end, et chaque étape de son avancement professionnel. Et voici ma récompense. Je pris le stylo qu'elle avait posé à côté des papiers. Elle s'attendait à du drame. Elle s'attendait à ce que je la supplie, que je me dispute, que je fasse une scène. Au lieu de cela, je lus rapidement les documents. Un divorce à l'amiable standard. Elle gardait la maison puisque son nom figurait sur le prêt. Je gardais mon camion et mon compte épargne. Une séparation nette. Je signais chaque page sans dire un mot. C'est tout, demanda-t-elle, visiblement prise au dépourvu. Tu ne vas pas te battre? Je levai les yeux vers elle, cette femme que j'avais aimée pendant près d'une décennie, et je sentis quelque chose se refermer complètement en moi. Il n'y a rien à combattre. Tu as fait ton choix. Je pensais que tu voudrais au moins en parler. Tu m'as apporté des documents légaux, pas un sujet de conversation. Je me levai et lui tendis les documents signés. Tu auras la maison pour toi seul d'ici demain soir. Son expression confiante vacilla un instant. Où vas-tu aller? Ce n'est plus ton problème. Je me dirigeai vers notre chambre et sortis le sac de sport que j'utilisais pour mes voyages d'affaires. 7 ans de vie commune, et tout ce qui comptait pour moi tenait dans un seul sac. Des vêtements, des documents importants, quelques objets personnels. Je laissai les photos de mariage, les biens partagés, la vie que nous avions construite. Si elle voulait se débarrasser de notre mariage, elle pouvait s'occuper des restes. Quand je redescendis, elle se tenait dans le salon, l'air incertain. Tu n'es pas obligé de partir ce soir. Nous pouvons régler la logistique. La logistique est simple. Tu voulais ton indépendance. Tu l'as. Je me dirigeai vers la porte, le sac de sport sur l'épaule. Profite de ta fête de promotion. Où vas-tu? Je m'arrêtai à la porte et me retournai une dernière fois. Quelque part où tu n'auras plus jamais à te soucier que je sois un fardeau. Je me suis rendu à l'hôtel local et j'ai pris une chambre pour la nuit. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir les lumières allumées chez nous. Sa maison, maintenant. Je me suis demandé si elle ouvrait déjà cette bouteille de champagne qu'elle avait gardée pour sa promotion ou si ma réaction avait gâché son humeur. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'elle. On devrait en parler correctement. J'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté sur la table de chevet. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait pris sa décision quand elle avait fait établir ses papiers. Elle avait pris sa décision quand elle avait décidé que sa promotion signifiait qu'elle n'avait plus besoin de l'homme qui l'avait aidé à y arriver. Le lendemain matin, j'ai appelé mon superviseur et demandé un transfert immédiat à l'installation de notre entreprise à Lyon. 3 départements plus loin, le même emploi, le même salaire, un nouveau départ. Il l'a approuvé en quelques heures. Apparemment, les opérateurs de machines expérimentés étaient nécessaires partout. J'ai passé la journée à régler mes affaires. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai déposé un changement d'adresse à la poste pour une boîte postale dans ma nouvelle ville. Au moment où je me suis arrêté à la maison pour prendre mon camion et quelques outils dans le garage, je m'étais essentiellement effacé de son monde. Elle n'était pas là, probablement au travail, se réjouissant de sa nouvelle position. J'ai laissé mes clés de maison sur le comptoir de la cuisine à côté d'une note. Félicitations pour ta promotion. Profite de ton indépendance. Le trajet jusqu'à Lyon a duré 8 heures. 8 heures pour réfléchir à la vitesse à laquelle quelqu'un pouvait jeter 7 ans comme si cela ne signifiait rien. 8 heures pour réaliser que j'avais été marié à quelqu'un qui me voyait comme un tremplin, pas comme un partenaire. Quand j'ai traversé la ligne de département, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Un soulagement. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne m'inquiétais plus de son stress professionnel, de ses délais,
de sa prochaine promotion. Je n'organisais plus mon emploi du temps en fonction de ses besoins ou je ne faisais plus de sacrifices pour son avancement. J'étais libre, moi aussi. Mon téléphone est resté éteint pendant 3 jours. Quand je l'ai finalement allumé dans mon nouvel appartement, il y avait 17 appels manqués et une douzaine de messages textes, tous d'elle. Les messages ont commencé de manière désinvolte, me demandant où j'étais et quand je rentrerais. Les derniers, le ton avait basculé vers quelque chose de plus proche de la panique. Je les ai tous supprimés sans lire au-delà des aperçus et j'ai bloqué son numéro. Si elle voulait célébrer son indépendance, elle pouvait le faire sans aucune interférence de ma part. J'avais ma propre vie à reconstruire. 3 semaines après ma nouvelle vie à Lyon, j'avais établi une routine que mon ex-femme ne reconnaîtrait jamais. Se lever à 5h30, café et info, 45 minutes à la salle de sport avant le travail, 8 heures à faire fonctionner des machines CNC dans une usine qui appréciait les opérateurs expérimentés. Les soirées étaient à moi pour faire ce que je voulais. Fini la coordination des horaires autour de ces événements de réseautage. Fini d'écouter les histoires de bureau pendant le dîner. Fini de marcher sur des œufs parce qu'elle avait une présentation stressante le lendemain. L'appartement que je louais était simple mais confortable. Une chambre, une cuisine correcte, et surtout, c'était le mien. Chaque décision, de ce que je mangeais pour le dîner à ce que je regardais à la télé, était entièrement la mienne. J'avais oublié à quel point ça faisait du bien. Pendant ce temps, de retour dans notre ancienne ville, elle apprenait à quoi ressemblait réellement l'indépendance. Mon collègue a mentionné avoir vu mon nom dans la newsletter de l'entreprise. Tu travaillais à l'usine principale, n'est-ce pas? Une femme appelle les RH pour te demander. Elle dit quelle est ta femme. Ex-femme, corrigez-je. Et elle comprendra assez vite que les RH ne donnent pas d'informations sur les employés. Mais elle était persistante. Par le biais d'amis communs, j'ai appris qu'elle avait essayé d'appeler mon ancien lieu de travail, de demander aux voisins, même de vérifier auprès de mon frère. Elle a découvert que j'avais été transféré, mais l'entreprise ne lui dirait pas où. Tout ce qu'elle savait, c'est que j'avais complètement disparu. Tant mieux. Au bout du 2e mois, la réalité de sa situation s'installait. Le paiement de la maison avec son salaire de vice-présidente était gérable, mais tout le reste frappait différemment quand on le faisait seul. L'entretien de la pelouse, les réparations, les courses, le ménage. Toutes les choses que j'avais gérées pendant qu'elle se concentrait sur sa carrière étaient soudainement sa responsabilité. J'ai appris par mon frère qu'elle avait engagé un service de jardinage. Apparemment, elle avait essayé de tondre la pelouse elle-même une fois et avait abandonné au bout d'1 heure. La même femme qui m'avait dit qu'elle n'avait plus besoin de moi payer quelqu'un d'autre pour faire le travail de jardinage que j'avais fait pendant 7 ans sans qu'on me le demande. Ses réseaux sociaux racontaient l'histoire qu'elle voulait que les gens croient. Des photos de son nouveau bureau, des légendes sur « vivre ma meilleure vie » et « s'épanouir indépendamment ». Mais j'ai remarqué ce qui manquait. Pas de photos de sa belle maison, pas de photos de repas faits maison ou de projets de week-end, juste des événements professionnels et des dîners au restaurant. Elle travaillait 60 heures par semaine à son nouveau poste et rentrait chez elle dans une maison vide tous les soirs. La promotion qui était censée la libérer était devenue une cage dorée. Mon changement de numéro de téléphone avait été stratégique. Elle ne pouvait ni m'envoyer de SMS ni m'appeler, même si elle le voulait, mais elle a trouvé d'autres moyens d'essayer de me joindre. Elle a envoyé une demande d'amis sur les réseaux sociaux, que j'ai ignorée. Elle a demandé à un ami commun de me contacter pour savoir si j'allais bien et si nous pouvions arranger les choses. J'ai dit à l'ami qu'elle avait fait son choix quand elle m'avait servi les papiers. Je respecte ce choix complètement. L'ami a rapporté qu'elle traversait une période d'adaptation difficile et qu'elle avait peut-être précipité le divorce. Trop tard pour cette prise de conscience. Au bout du 3e mois, j'ai recommencé à sortir avec des gens. Rien de sérieux, juste des cafés et des dîners décontractés. Au début, c'était étrange, d'être responsable de moi-même uniquement, de faire des projets sans vérifier l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Mais je me suis vite adapté. Un soir, alors que je dînais avec une femme rencontrée à la salle de sport, mon frère a appelé. Elle a posé des questions sur toi à maman, a-t-il dit. Elle veut savoir si tu vas bien, où tu vis, si tu vois quelqu'un. Qu'est-ce que maman lui a dit? Que si tu voulais qu'elle sache ces choses, tu les lui dirais toi-même. Femme intelligente, ma mère. Il a aussi mentionné que, la maison lui semble trop grande pour elle seule. Elle a dit qu'elle pensait à prendre un colocataire, la même maison qu'elle avait revendiquée comme sienne dans le divorce.
La maison qu'elle était si fière de garder en son nom. Maintenant, c'était trop pour elle de gérer seule. J'ai terminé mon dîner et je suis rentré chez moi, réfléchissant au contraste. Elle se déplaçait dans une maison de 4 chambres, accablée par les responsabilités, et mangeait probablement des plats à emporter la plupart des soirs. J'étais dans un appartement d'une chambre, content, et je construisais quelque chose de nouveau. 6 mois après avoir signé ses papiers, elle a fait sa première vraie tentative de me retrouver. Elle a engagé un détective privé. Mon frère a appelé pour me prévenir. Elle devient désespérée. Le détective a déjà contacté maman, posant des questions sur ton travail, tes habitudes, si tu avais déménagé hors de l'État. As-tu dit à maman de faire attention à ce qu'elle dit? Maman lui a raccroché au nez. Elle a dit que si son fils voulait être retrouvé, il n'aurait pas disparu en premier lieu. Le détective n'a rien obtenu. J'avais été minutieux dans ma stratégie de départ. Nouvelle banque, nouveau téléphone, nouvelle adresse, nouveau département. La seule connexion à mon ancienne vie était mon travail, et l'entreprise protégeait religieusement les informations de ses employés. Mais son désespoir était révélateur. 6 mois d'indépendance, et elle payait des étrangers pour trouver l'homme qu'elle avait rejeté. La promotion qui était censée la rendre complète l'avait laissée plus vide que jamais. Moi, en revanche, je prospérais. Nouveaux amis, nouvelle routine, nouvelles possibilités. L'usine de fabrication m'avait offert un poste de superviseur après seulement 4 mois. Meilleur salaire, meilleures heures, meilleur avenir. Rien de tout cela n'aurait été possible si j'étais resté piégé dans un mariage où j'étais considéré comme dispensable. Cette nuit-là, j'ai levé une bière pour trinquer à l'indépendance de mon ex-femme. Elle avait voulu être libre de moi et elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé. Elle n'avait juste pas réfléchi au coût réel de cette liberté. L'année 1 s'est déroulée comme une saison de récupération. Je me suis plongé dans le travail, j'ai obtenu mon poste de superviseur et j'ai commencé à suivre des cours du soir en gestion industrielle. L'entreprise payait mes études, voyant du potentiel chez quelqu'un qui se présentait régulièrement et obtenait des résultats. Ma vie sociale s'est reconstruite naturellement. Partie de poker le vendredi soir avec des collègues, sortie de pêche le week-end, quelques relations qui ont duré quelques mois chacune. Rien de sérieux, mais pas de solitude non plus. J'apprenais qui j'étais sans devoir constamment m'adapter aux ambitions de carrière de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les nouvelles de sa vie arrivaient sporadiquement par le biais des canaux familiaux. Mon frère a mentionné qu'elle avait dû embaucher une société de gestion immobilière pour s'occuper de l'entretien de la maison. Elle a essayé de sortir avec des hommes, mais rien n'a duré. La promotion qui était censée transformer sa vie lui avait surtout apporté des heures plus longues et plus de stress. Au bout de la 2e année, j'avais complètement arrêté de poser des questions sur elle. Ma mère a cessé de me donner des informations. Le divorce était définitif. Le passé était enterré, et j'allais sincèrement de l'avant. J'ai acheté une petite maison avec 3 hectares à l'extérieur de la ville. Rien de fantaisiste, mais c'était la mienne. Je passais mes week-ends à y travailler, à construire un atelier, à réparer des choses parce que je le voulais, pas parce que quelqu'un s'attendait à ce que je le fasse. Mon voisin était un mécanicien à la retraite qui m'a appris la réparation de moteurs. Des plaisirs simples que le mariage ne m'avait jamais permis d'avoir. Les fréquentations sont devenues plus sérieuses la 3e année. J'ai rencontré une institutrice de maternelle nommée Claire qui ne se souciait pas de l'ascension sociale ou des événements de réseautage. Elle aimait la randonnée, la cuisine et avoir de vraies conversations sur autre chose que les rapports trimestriels. Nous avons pris notre temps, ayant tous les deux été échaudés auparavant. Claire n'a jamais posé de questions sur mon ex-femme. Elle savait que j'avais été marié, que ça s'était mal terminé, et elle respectait le fait que certaines portes étaient mieux laissées fermées. Ce genre d'intelligence émotionnelle était rafraîchissant après des années passées avec quelqu'un qui voyait chaque conversation comme une opportunité stratégique. Au bout de la 4e année, j'étais une personne différente, vivant une vie différente. Le directeur de l'usine m'avait offert un cheminement vers le poste de directeur des opérations. Claire et moi parlions d'emménager ensemble. J'avais des économies, des investissements et des projets qui m'appartenaient entièrement. Puis mon frère a appelé avec des nouvelles qui ont rompu le silence de 4 ans. Elle a encore posé des questions sur toi, a-t-il dit lors de notre appel mensuel. Mais cette fois, c'est différent. Différent dans le sens où elle n'est plus seulement curieuse. Elle est désespérée, a-t-il expliqué ce qu'il avait appris par des amis communs.
Le poste de vice-présidente qui était censé être son ticket d'or était devenu un cauchemar. La restructuration de l'entreprise signifiait des heures plus longues, des objectifs impossibles et une pression constante. Elle travaillait 70 heures par semaine et tenait à peine le coup. Elle a dit à quelqu'un qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie, a poursuivi mon frère, elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait avant que ce ne soit parti. C'est ce qui arrive quand on traite les gens comme des tremplins. Il y a plus. Elle a essayé de te retrouver pendant des mois. Elle sait que tu es en Lyon, mais elle ne peut pas obtenir de détails. Elle est même venue ici une fois, espérant te trouver. L'idée qu'elle me cherche désespérément, moi qu'elle avait si facilement écartée il y a des années, aurait dû être satisfaisante. Au lieu de cela, cela me semblait juste pathétique. Elle a demandé à maman si tu parlais d'elle, a ajouté mon frère. Qu'est-ce que maman a dit? Que tu parles de ton avenir, pas de ton passé. Réponse parfaite. Une semaine plus tard, je dînais avec Claire quand mon compte email personnel a sonné avec un message d'une adresse que je ne reconnaissais pas. La ligne d'objet me glaça le sang. S'il te plaît, lis juste ça. Je sus immédiatement de qui il s'agissait. Tout va bien, a demandé Claire, remarquant mon expression. Juste des choses de boulot. Je m'en occuperai plus tard. Mais la curiosité l'a emporté cette nuit-là après que Claire soit rentrée chez elle. J'ai ouvert l'email. Le message faisait 3 pages. Une confession décousue sur les erreurs, la solitude et le regret. Elle avait trouvé mon email par une connaissance commune et avait déversé 4 ans de remords accumulés. La maison était trop grande. Le travail consumait sa vie. Et elle avait réalisé que le succès ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. L'email se terminait par un numéro de téléphone et un plaidoyer pour que je l'appelle, juste pour parler, juste pour voir si nous pouvions essayer à nouveau. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Mais elle n'en avait pas fini. Les emails continuaient d'arriver, un tous les quelques jours, chacun plus désespéré que le précédent. Elle avait vu mon profil LinkedIn, savait que je réussissais, et cela la rendait folle que j'ai construit une belle vie sans elle. Je sais que je t'ai fait du mal, disait un email. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais les gens ne peuvent-ils pas changer? Ne pouvons-nous pas essayer à nouveau? Un autre. J'ai pensé à ce que nous avions pendant 4 ans. J'ai jeté la meilleure chose de ma vie pour un travail qui me tue. Je les ai tous sauvegardés dans un dossier, mais je n'ai jamais répondu. Claire a remarqué que j'étais devenu distrait et a demandé si quelque chose n'allait pas. Je lui ai parlé des emails, et sa réponse fut exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Elle t'a eu pendant 7 ans et a décidé que tu n'étais pas assez bien, a dit Claire simplement. Maintenant qu'elle a compris ce qu'elle a perdu, elle te veut de retour. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la panique. Femme intelligente. Les emails ont continué pendant 2 mois. Parfois apologétiques, parfois en colère, parfois désespérée. Elle a menacé de venir en Lyon pour me trouver. Elle a promis qu'elle avait changé. Elle a proposé de quitter son travail et de recommencer ailleurs avec moi. Toutes les choses qu'elle aurait pu choisir 4 ans plus tôt, avant de me servir les papiers. Je n'ai jamais répondu à un seul message. Puis un jour, les emails ont cessé. Pendant 3 semaines, le silence. J'ai pensé qu'elle avait peut-être enfin compris le message. Qu'elle avait peut-être accepté que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient pas être reconstruits. Je me suis trompé. Mon téléphone a commencé à sonner. Les appels téléphoniques ont commencé à 7 heures du matin un mardi. Mon numéro était privé depuis 4 ans, mais elle l'avait trouvé d'une manière ou d'une autre. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Claire préparait le café quand j'ai finalement vérifié l'identification de l'appelant. Numéro inconnu, mais j'avais le sentiment que je savais exactement de qui il s'agissait. Tu vas répondre, a-t-elle demandé alors que le téléphone sonnait pour la 4e fois en 10 minutes. Ça ne sert à rien. Si c'est important, ils laisseront un message. Mais les appels ont continué, toutes les heures, parfois 2 fois par heure, toujours depuis des numéros différents. Elle utilisait divers téléphones, probablement depuis le travail, depuis des téléphones d'amis, depuis des numéros aléatoires auxquels elle pouvait avoir accès. Après le 15e appel ce jour-là, j'ai finalement écouté les messages vocaux. S'il te plaît, décroche. Je sais que tu reçois ces appels. Je veux juste parler. J'ai trouvé ton numéro dans l'annuaire de l'entreprise.
Je sais que tu travailles à l'usine de Lyon maintenant. Je sais que tu vas bien. Pourquoi ne réponds-tu pas? Après 7 ans de mariage, ne méritais-je pas au moins une conversation? Le droit dans ce dernier message m'a presque fait rire. Elle a détruit notre mariage avec des papiers légaux, et maintenant elle pensait qu'elle méritait mon temps. Claire a entendu la frustration dans ma voix quand je lui ai parlé des appels. Change ton numéro à nouveau, a-t-elle suggéré. Je ne devrais pas avoir à le faire. Je l'ai changé une fois pour m'éloigner d'elle. Maintenant, elle me traque 4 ans plus tard comme une sorte de harceleuse. Mais elle ne faisait que commencer. Mon superviseur m'a pris à part au travail le lendemain. Quelqu'un a appelé le bureau principal pour te demander. Elle dit qu'elle est ton ex-femme et qu'il y a une urgence familiale. Il n'y a pas d'urgence. Elle essaie de forcer le contact parce que je ne prends pas ses appels. La politique de l'entreprise est que nous ne donnons pas d'informations personnelles, mais elle est persistante. Elle a appelé 6 fois hier. Elle rendait ma vie professionnelle compliquée maintenant. La même femme qui m'avait dit qu'elle n'avait plus besoin de moi interférant maintenant avec la carrière que j'avais construite sans elle. Les appels se sont intensifiés au cours de la semaine suivante. Parfois, elle pleurait dans la messagerie vocale. Parfois, elle se mettait en colère et exigeait que j'arrête d'être puérile. Parfois, elle essayait de négocier, promettant que les choses seraient différentes si nous essayions à nouveau. J'ai fait une thérapie, affirmait un message. Je comprends maintenant ce que je t'ai fait subir. J'ai changé. La maison me semble vide sans toi. Je mange des plats à emporter tous les soirs parce que je n'ai jamais appris à cuisiner comme toi. Je vois des couples partout et je me souviens de ce que nous avions. J'ai tout gâché pour rien. Chaque message révélait davantage comment sa vie indépendante parfaite s'était effondrée. Le poste de vice-présidente était tout ce qu'elle avait voulu, sauf épanouissant. Elle travaillait constamment, n'avait plus de vrais amis et passait ses week-ends seule dans une maison trop grande pour une personne. Mais le message qui a vraiment montré son désespoir est arrivé 2 semaines après le début de la campagne téléphonique. J'ai engagé un autre détective privé, un meilleur cette fois. Je sais où tu vis. Je sais pour ta maison, ta petite amie, ta promotion. Je sais que tu as bâti une belle vie, et je sais que je pourrais la rendre meilleure si tu me laissais juste essayer. Elle me faisait surveiller des années après m'avoir écarté. Elle payait des étrangers pour observer ma vie à distance. Cette nuit-là, j'ai appelé mon frère. Elle a complètement perdu la tête. Je lui ai dit qu'elle me faisait suivre par des détectives privés. C'est peut-être le moment d'obtenir une ordonnance de restriction. C'est peut-être le moment de répondre à l'un de ses appels et d'en finir définitivement. Claire a entendu la conversation. Tu ne lui dois rien. Pas un appel téléphonique, pas une explication, pas de conclusion. Elle a fait son choix. Mais le harcèlement affectait nos 2 vies maintenant. Claire ne pouvait plus venir sans se demander si quelqu'un nous regardait. Je ne pouvais plus me concentrer au travail, sachant que mon ex-femme payait des gens pour documenter ma routine. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand elle s'est présentée à mon lieu de travail. Je rentrais du déjeuner quand mon superviseur m'a interpellé. Il y a une femme sur le parking qui pose des questions sur toi aux employés. Elle dit qu'elle est ta femme, ton ex-femme, et elle doit partir. La sécurité lui a déjà parlé. Elle est assise dans une voiture de l'autre côté de la rue maintenant. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu sa BMW garée là où elle pouvait surveiller l'entrée des employés. Des années après mon départ, elle était installée devant mon travail comme une adolescente obsédée. Cet après-midi-là, elle m'a suivi jusqu'à la maison. J'ai conduit prudemment, empruntant mon itinéraire habituel, sans faire attention à la voiture derrière moi. Mais quand je me suis garé dans mon allée, elle s'est garée dans la rue et est sortie. Des années l'avaient changée. La directrice confiante qui m'avait remis les papiers du divorce avait l'air épuisée. Des vêtements chers ne pouvaient pas cacher la perte de poids, les rides de stress ou le désespoir dans ses yeux. Elle a commencé à marcher vers ma porte d'entrée. La voiture de Claire était aussi dans l'allée. Elle était rentrée avant moi de son travail d'enseignante et était probablement à l'intérieur en train de corriger des copies, inconsciente que mon passé était sur le point de confronter mon présent. C'était ça, des années de silence, des mois de harcèlement, et maintenant elle forçait la confrontation que j'avais évitée. Je suis sorti de mon camion et je l'ai rencontrée à mi-chemin dans la cour. « Vous devez partir », lui dis-je calmement. « Je veux juste parler. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Vous avez eu 7 ans pour parler.
Vous avez choisi des papiers légaux à la place. J'ai fait une erreur. Les gens ne peuvent-ils pas faire des erreurs? Ils le peuvent, mais ils vivent avec les conséquences. Elle a regardé vers la maison où la silhouette de Claire était visible à travers la fenêtre de la cuisine. Est-ce la raison pour laquelle vous ne me donnez pas une chance? Non, c'est vous la raison pour laquelle je ne vous donne pas une chance. J'ai changé. Je ne suis plus la même personne qui vous a fait du mal. J'ai étudié son visage, cherchant toute trace de la femme que j'avais autrefois aimée. Tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui n'avait finalement plus d'autres options. Peut-être que vous avez changé, mais moi aussi. Et la personne que je suis maintenant, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à quelqu'un qui jette les gens quand ils pensent avoir trouvé quelque chose de mieux. Sa contenance a finalement craqué. J'avais peur. La promotion, l'argent, l'indépendance, ça m'a fait me sentir puissante pour la première fois de ma vie. Je pensais que je n'avais besoin de personne. Vous aviez raison. Vous n'aviez pas besoin de moi. Vous l'avez très clairement fait savoir. Mais je vous veux. N'est-ce pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Elle est restée là un instant, réalisant que 4 ans à construire cette conversation avaient mené à une impasse. Alors c'est ça. Vous n'allez même pas envisager d'essayer à nouveau. J'ai signé vos papiers il y a 4 ans. C'était moi qui essayais. J'essayais de respecter votre décision et de passer à autre chose dans ma vie. Je ne pensais pas que vous resteriez vraiment parti. C'est le problème. Vous pensiez pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Claire est apparue à la porte d'entrée, se demandant probablement pourquoi j'avais une conversation intense avec une étrangère dans notre allée. Je dois y aller, dis-je. Et vous devriez arrêter d'appeler, d'arrêter de me suivre et d'arrêter de rendre cela plus difficile que nécessaire. Ce n'est pas fini. Oui, ça l'est. Je me suis dirigé vers ma maison, vers Claire, vers la vie que j'avais construite sans elle. Derrière moi, j'ai entendu sa portière claquer et sa BMW s'éloigner. Mais j'avais le sentiment qu'elle n'en avait pas encore fini. Après l'altercation dans l'allée, j'ai pensé qu'elle avait peut-être enfin compris le message. Pendant 3 jours, mon téléphone est resté agréablement silencieux. Claire et moi avons dîné sans interruption, regardé des films sans que mon téléphone ne sonne toutes les heures, et avons commencé à croire que le harcèlement était peut-être terminé. Nous nous sommes trompés. Le jeudi matin, je me suis réveillé pour trouver ma boîte vocale complètement pleine. La notification disait que j'avais 99 nouveaux messages, tous de la nuit précédente. Qu'est-ce que c'est que ça, marmonnai-je, prenant mon café et m'asseyant pour voir quel genre de crise j'avais manqué. Claire a regardé depuis la cuisine où elle rangeait ses fournitures d'enseignement. Encore des appels. 99 messages vocaux. Elle a dû appeler toute la nuit. Les messages ont commencé vers minuit et ont continué jusqu'à 4 heures du matin. Au début, ils étaient relativement cohérents. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais je n'arrête pas de penser à notre conversation. Je n'arrête pas de rejouer ce que tu as dit à propos de jeter les gens, et tu as raison. Je t'ai jeté, mais je veux arranger les choses. Au message 20, le ton avait changé. J'ai conduit devant ton ancien complexe d'appartements aujourd'hui, celui où tu vivais quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu te souviens à quel point nous étions heureux alors? Avant que tout ne se complique. Le message 40 est celui où les choses sont devenues inquiétantes. J'ai démissionné de mon travail aujourd'hui. Le poste de vice-présidente que j'ai choisi plutôt que toi. J'ai marché dans le bureau de mon patron et j'ai démissionné. Si ce travail était ce qui nous a séparés, alors il est parti maintenant. J'ai mis la lecture en pause et j'ai fixé mon téléphone. Elle avait quitté le travail pour lequel elle avait détruit notre mariage. La promotion qui était censée la libérer était devenue si insignifiante qu'elle l'avait aussi jetée. Claire écoutait depuis la cuisine. Elle a démissionné, apparemment. Continue d'écouter. Ça empire. Le message 60 montrait la profondeur réelle de sa spirale. Je suis assise sur le parking de notre ancienne épicerie. Celle où nous faisions nos courses ensemble tous les samedis matins. J'ai acheté des provisions pour une personne ce soir et je n'arrêtais pas de pleurer dans l'allée des céréales. Le commis m'a demandé si j'allais bien et j'ai failli lui parler de toi. Au message 80, elle était à peine cohérente. Je sais que tu as quelqu'un d'autre. Je l'ai vue à travers ta fenêtre de cuisine. Elle est jolie. Elle ne te demande probablement pas de faire des heures supplémentaires pour payer ses ambitions. Elle apprécie probablement ce qu'elle a.
Les derniers messages enregistrés vers 4 heures du matin n'étaient que des sanglots et des fragments de phrases. Je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas dormi correctement depuis des mois. Je rêve toujours du jour où je t'ai donné ces papiers. Ton visage quand tu les as signés. Je pensais que tu te battrais pour nous. J'ai supprimé tout le lot et bloqué le numéro depuis lequel elle appelait. Mais elle n'en avait pas fini. Au cours des 2 semaines suivantes, les messages vocaux ont continué d'arriver depuis différents numéros. Téléphone de travail, téléphone d'amis, portable prépayé. Elle était déterminée à remplir ma boîte vocale de ses regrets. Certains messages étaient en colère. Tu es cruel. Je sais que tu les écoutes. Je sais que tu pourrais me pardonner si tu le voulais. Tu choisis de garder cette rancune parce que ça te fait te sentir puissant. Certains étaient des négociations. Je déménagerai en Lyon. J'y trouverai un travail, un petit appartement. Je n'interférerai pas dans ta vie. Je veux juste être à nouveau dans la même ville. Peut-être que nous pourrions recommencer en tant qu'amis. Certains étaient juste pathétiques. J'ai engagé un coach en rencontre. Elle a dit que je devais réapprendre à être vulnérable. Elle a dit que j'avais construit des murs après notre divorce pour me protéger de ce que tu m'as fait ressentir quand tu es parti. J'ai commencé à compter. Après 3 semaines, j'en étais à 150 messages vocaux sur divers numéros. Claire a suggéré que je change de nouveau de numéro, mais j'étais curieux de voir jusqu'où elle irait. La réponse est venue un vendredi soir lorsque je suis rentré du travail et que j'ai trouvé 203 messages vocaux qui m'attendaient. 200, ai-je dit à Claire, en lui montrant mon téléphone. Elle a laissé 200 messages vocaux. Ce n'est pas de la persévérance romantique. C'est du harcèlement. J'ai fait défiler les horodatage. Elle avait appelé toutes les 15 minutes pendant des heures, laissant message après message comme une sorte de robot cassé. Écoutons en quelques-uns, ai-je dit, m'installant sur le canapé avec Claire. Je veux que tu entendes ce que 4 ans d'indépendance lui ont réellement apporté. Nous avons commencé avec le message numéro 50 où elle expliquait à quel point sa maison lui semblait vide. J'ai déménagé dans la chambre d'amis parce que notre ancienne chambre ressemble à une scène de crime. Je ne peux pas regarder ce lit sans me souvenir comment je t'ai dit que je n'avais plus besoin de toi. Je dors sur un matelas simple maintenant comme si j'étais de nouveau à la fac. Le message 100 a été enregistré dans ce qui semblait être un restaurant. Je dîne seul à nouveau. Il y a un couple à la table d'accent grave côté et ils se disputent pour quelque chose de stupide, mais au moins ils se disputent ensemble. Je n'ai même plus personne avec qui me battre. Le message 150 montrait qu'elle avait bu. J'ai appelé ton frère ce soir. Il m'a raccroché au nez. Ta mère ne prend pas mes appels non plus. J'ai été effacé de ta famille comme si je n'avais jamais existé. 7 ans de dîner de Noël et de fête d'anniversaire, et maintenant je ne suis personne pour eux. Mais c'est le message 190 qui a vraiment montré à quel point elle était tombée. Je suis allé en thérapie aujourd'hui et j'ai parlé de toi au docteur Rodriguez. Elle m'a demandé de décrire ce que j'avais perdu et je n'ai pas pu m'arrêter de parler pendant 1 heure. Elle a dit, je suis en deuil de la vie que j'ai choisi de ne pas avoir. Elle a dit, certaines erreurs sont trop grandes pour être réparées. Claire a mis le téléphone en sourdine et m'a regardé. C'est vraiment triste. Elle est complètement brisée. Elle s'est brisée elle-même. Je ne lui ai pas fait ça. Je sais, mais écouter la dépression nerveuse de quelqu'un semble mal, même s'ils l'ont provoquée eux-mêmes. Les quelques derniers messages ont été enregistrés vers 3 heures du matin et étaient à peine audibles. Je sais que tu ne me rappelleras pas. Je sais que c'est inutile, mais je devais essayer. Je devais te faire savoir que te perdre a été la pire chose qui me soit jamais arrivée. Si je pouvais revenir à ce jour, si je pouvais reprendre ces papiers, je te choisirais à chaque fois. Je nous choisirais. Le dernier message n'était que 10 secondes de pleurs suivies de silence. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé Claire. 200 messages vocaux en 3 semaines. C'est ce qui arrive quand quelqu'un réalise qu'il a jeté la meilleure chose de sa vie pour un titre de poste. Tu vas répondre? Pourquoi le ferais-je? Qu'y a-t-il à dire? Peut-être que lui dire d'arrêter mettrait fin à tout ça. Non. Répondre l'encouragerait simplement. Elle prendrait n'importe quel contact comme un espoir qu'elle pourrait finir par muser. Mais même moi, j'ai été surpris par ce qui a suivi. Mon téléphone a sonné et, pour la première fois en 4 ans, j'ai immédiatement reconnu le numéro. C'était notre ancien téléphone fixe.
La ligne fixe de la maison qu'elle avait gardée après le divorce. Je fixais l'écran pendant qu'il sonnait. Réponds, dit Claire doucement. Et ça, c'est pour de bon. J'ai décroché à la 4e sonnerie. Allô? Tu as répondu. Sa voix était à peine un murmure. Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment répondu. Je réponds pour te dire que ça s'arrête maintenant. Les appels, les messages vocaux, le fait de me suivre, tout ça s'arrête. J'ai juste besoin que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que je t'ai fait, ce que j'ai jeté, pourquoi tu me détestes. Je ne te déteste pas. Tu ne me fais rien. Tu es une étrangère qui était mariée à quelqu'un que j'étais. La ligne resta silencieuse si longtemps que je pensais qu'elle avait raccroché. Je t'aime, murmura-t-elle finalement. Non, tu n'aimes pas. Tu aimes l'idée de ne pas être seule. Il y a une différence. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et cette conversation est terminée. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro de la maison. Claire me regardait avec inquiétude. Comment te sens-tu? Soulagé. C'était probablement la dernière fois que je lui parlerais. Mais je me suis aussi trompé à ce sujet. 2 mois après l'appel téléphonique, elle s'est présentée à ma porte un samedi matin, sans appeler d'abord, sans demander la permission, juste là, debout sur mon porche comme si elle y appartenait. Claire était à son école en train de travailler sur ses plans de cours, alors j'étais seul quand la sonnette a retenti. Par la fenêtre, je pouvais voir sa voiture garée de nouveau dans mon allée. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. J'ai conduit 12 heures pour venir ici, a-t-elle dit. Je ne partirai pas avant que nous n'ayons parlé correctement. Nous avons parlé. Vous avez appelé 200 fois pour vous en assurer. Face à face, comme des adultes. Elle avait l'air pire qu'il y a 2 mois. Plus mince, plus désespérée, comme quelqu'un qui s'accrochait au bord d'une falaise. 5 minutes, ai-je dit. Ensuite, vous partez et ne revenez jamais. Merci. Nous nous sommes assis sur mon porche. Ma maison, mes règles, mon territoire. J'ai vendu la maison, a-t-elle dit. Notre maison. Je ne pouvais plus y vivre, sachant que tu ne rentrerais jamais à la maison. Tant mieux pour toi. Je suis resté chez ma sœur pendant que je réfléchis à la suite. Elle pense que je fais une dépression. Est-ce le cas? Probablement. Mais au moins, je suis enfin honnête sur ce que je veux. Ce qui est quoi? Toi. Nous. Une autre chance de ne pas gâcher la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai regardé cette femme qui m'avait autrefois remis les papiers du divorce avec confiance et qui maintenant mendiait les miettes de la vie qu'elle avait jetées. Tu n'as pas gâché la meilleure chose qui t'est arrivée, lui ai-je dit. Tu as choisi de ne plus la vouloir. Il y a une différence. Je me suis trompé. Non, tu as été honnête. Pour la première fois depuis des années, tu m'as dit exactement ce que tu pensais de notre mariage. Tu n'avais pas besoin de moi, et tu ne voulais plus de moi. Mais j'ai changé. Moi aussi. J'ai appris que lorsque quelqu'un te montre qui il est vraiment, tu dois le croire la première fois. Elle est restée silencieuse un instant, comprenant peut-être enfin que sa campagne de désespoir n'avait fait que prouver mon point de vue. Alors, il n'y a rien que je puisse faire, rien que je puisse dire? Tu peux accepter que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas. Tu peux arrêter d'essayer de te forcer à revenir dans une vie que tu as volontairement quittée. Et le pardon? Je t'ai pardonné il y a 4 ans quand j'ai signé ces papiers sans me battre. Mais le pardon ne signifie pas oublier, et ça ne signifie pas donner à quelqu'un une autre chance de te faire du mal. Je ne te ferai plus jamais de mal. Tu m'as fait du mal quand tu as appelé mon lieu de travail. Tu m'as fait du mal quand tu m'as suivi jusqu'à la maison. Tu m'as fait du mal quand tu as laissé 200 messages vocaux comme une sorte de harceleuse. Tu me fais encore du mal en refusant d'accepter que c'est fini entre nous. Elle a commencé à pleurer alors, mais ce n'étaient pas les larmes manipulatrices dont je me souvenais de notre mariage. C'était une vraie douleur pour quelque chose qu'elle avait finalement réalisé être partie pour toujours. J'ai gâché 7 ans pour un travail qui me rendait malheureuse, a-t-elle sangloté. J'ai abandonné la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé pour une promotion qui ne signifiait rien. Alors tu as appris une leçon coûteuse sur les priorités. Je ne peux pas y remédier, n'est-ce pas? Non, tu ne peux pas, la voiture de Claire s'est garée dans l'allée. Puis elle est sortie lentement,
reconnaissant la BMW et comprenant immédiatement ce qui se passait. C'est elle, a demandé mon ex-femme. C'est clair, et elle est tout ce que tu n'étais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Elle ne me voit pas comme un tremplin. Elle ne prend pas ce que j'offre pour acquis. Elle ne pense pas que l'indépendance signifie se débarrasser des gens qui se soucient de toi. Claire s'est approchée du Porsche mais n'a pas interrompu. Elle pouvait voir que c'était quelque chose que je devais finir. Je devrais y aller, a dit mon ex-femme en se levant. Oui, tu devrais. Et cette fois, reste partie. Elle a marché jusqu'à sa voiture sans se retourner. Alors qu'elle s'éloignait, Claire s'est assise à côté de moi. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Libre. Enfin libre. Tu penses qu'elle réessayera? Non. Elle a enfin entendu ce qu'elle avait besoin d'entendre. Certaines erreurs ne se réparent pas, Claire a pris ma main. Bien, parce que je ne te partagerai pas avec le regret de quelqu'un d'autre. J'ai regardé la BMW disparaître au coin de la rue et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis 4 ans. Une paix complète. La femme qui m'avait autrefois dit qu'elle n'avait plus besoin de moi avait passé des mois à prouver à quel point elle s'était trompée. Mais c'était trop tard pour elle et trop tôt pour que je m'en soucie. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici.